Nous sommes de retour à notre magazine de télévision, Madame, Monsieur, le magazine Ça va causer. Nous mettons le cap aujourd'hui, nous sommes avec un grand monsieur. Son nom, c'est Yuté Innocent. Il est député à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, consultant, formateur. Il est également membre du Parti des peuples africains en Côte d'Ivoire, donc le parti du président, en fait, de l'ancien président, Monsieur Laurent Gbagbo. Bonjour, merci de nous entretenir. Vous êtes aux États-Unis actuellement, si je ne me trompe. Oui, merci Henri. Oui, exactement, précisément dans le Texas. Vous êtes dans le Texas et vous êtes où? À Dallas, c'est ça? Dallas, Houston. Ok, bien, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Avant tout, évidemment, notre émission, notre thème classique, plutôt notre signature à l'émission. En fait, qui êtes-vous? Merci, je suis Innocent Yuté, je suis député à l'Assemblée nationale, élu dans la circonscription de Quibli, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Okay. Je suis donc également consultant formateur en intelligence économique et veille stratégique, pour ne dire que ça. Voilà, donc je siège en ce moment à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dites-moi, comment ça va en Côte d'Ivoire? Tant mieux que mal, la Côte d'Ivoire, ça va. Nous sommes à 1 an des élections présidentielles et comme vous le savez très souvent, en Afrique, quand les élections s'approchent, il y a toujours son cortège de tensions, etc. et tout ça. Donc, en Côte d'Ivoire, ça va, le pays va bien. On est en train de travailler maintenant de sorte à ce qu'on puisse avoir, pour une fois, des élections libres, transparentes, démocratiques, qui ne soient pas accompagnées de son cortège de morts et de violences, etc. et tout ça. C'est ça que nous redoutons, mais sinon, la Côte d'Ivoire va bien. Honorable, je dois vous appeler honorable, vous êtes quand même député à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour moi, pour nous, que de vous avoir avec nous à cette émission. Dites-moi, vous observez, vous êtes en politique active en Afrique, en Afrique de l'Ouest plus précisément. Vous observez l'évolution de la situation politique dans cette région du monde. En ma connaissance, on a constaté l'émergence d'un nouveau type d'hommes politiques, jeunes, très jeunes, encore une fois beaucoup des militaires d'ailleurs, qui prennent la main et qui ont une direction, qui ont une vision quelque peu différente. Je vous les sors rapidement. On n'est pas contre la France, mais on est contre la politique étrangère française telle qu'elle a été pratiquée depuis l'accession des pays africains à nos jours. On voit une nouvelle vision. La Côte d'Ivoire, on a connu des crises politiques, entre autres, on souligne ici entre Laurent Gbagbo et l'actuel président Alassane Ouattara. Dans le jeu politique arrive une nouvelle personnalité, d'abord avec le décès Henri Konan Bédié, avec le PDCI, qui est remplacé par une tête d'affiche très connue, fils d'un ancien ambassadeur, fils de la sœur d'Houphouët-Boigny. On voit que le PDCI reprend du poil de la bête. On parle beaucoup aussi de cette union-là quelque part. Il y a aussi la dispute dans le couple Gbagbo, en fait, entre son ex-épouse et Laurent Gbagbo lui-même. Et d'ailleurs, madame demande quelque part à Laurent Gbagbo, de se retirer pour faire place. Bref, je m'arrête ici, je vous laisse commenter. Alors, vous avez touché beaucoup de sujets à la fois. Je vais vous répondre en les séparant, bien évidemment. Alors, il n'y a pas de tension entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Et Simone, je crois que dans un de ses discours, elle a dit, elle souhaiterait que si elle arrive au second tour, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est à 2 tours. Donc, si elle arrive au second tour, eh bien, que le président Gbagbo... Mais nous sommes tous de gauche, donc je pense que ça c'est des questions qui se discutent. Elle a un parti, le mouvement des générations capables. Le président Gbagbo a lui-même fait un appel depuis Bonois, qui est chez elle, qui demande à ce que toute la gauche, l'opposition, se mette ensemble avec lui pour mener le combat, pour rétablir la dignité de la Côte d'Ivoire. Donc le PDCI dont vous avez parlé est aussi en alliance avec le PPACI.
Donc, c'est des questions qui se discutent pour voir d'ici un an, en attendant qu'on arrive aux échéances électorales, quel type d'alliance pourra être faite à l'opposition pour aller à ces élections-là. Vous avez parlé d'une nouvelle classe politique qui arrive au pouvoir en Afrique de l'Ouest, et vous avez raison de le dire, et il est important de mettre la même. Je ne suis pas partisan des régimes militaires, mais pour moi, un coup d'État, qu'il soit constitutionnel ou militaire, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. Il faut donc créer les conditions pour que le jeu démocratique se passe dans les règles de l'art, pour que l'alternance se passe dans les règles de l'art, éviter de tripatouiller les constitutions et d'éviter de tordre le cou au texte pour éviter le coup d'État constitutionnel, pour nous, qui nous éviterait également d'arriver au coup d'État militaire. Maintenant, s'agissant du langage de ces jeunes, oui, il y a des choses à revoir effectivement parce que la jeunesse actuelle n'a pas forcément sur la même longueur d'onde. Moi, mon père voulu parler de Gaulle, il sait de qui il s'agit. Moi, mon fils, il ne vous dira. Donc aujourd'hui, les rapports entre l'Afrique et d'ailleurs, il faut séparer. Quand on dit entre l'Afrique et la France, l'Afrique, ce n'est pas un tout. L'Afrique, ce n'est pas un tout. L'Afrique, c'est plusieurs pays avec beaucoup de divergences, avec beaucoup de modèles. On a peut-être, et tout ce dont on parle, c'est aujourd'hui peut-être au niveau de l'Afrique francophone. Mais il faut pouvoir séparer les choses. Les réalités du Burkina Faso ne sont pas pareilles avec celles du Mali, qui sont différentes avec celles de la Côte d'Ivoire, qui sont différentes avec celles du Togo, etc. Donc, il faut faire en sorte, justement, que les conditions de l'élection soient claires. Il faut faire en sorte que les rapports entre la France et ses anciennes colonies soient décomplexés. Il faut que ces rapports ne soient plus des rapports de soumis à maître, si je veux aller un peu plus loin. Mais il faut que ce soit des rapports de pays à pays. Quelqu'un dit un pays, ça n'a pas d'amis, ça a des intérêts. Mais il faut que ces rapports soient basés également sur les intérêts mutuels des pays. Et c'est là que très souvent, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas toujours acceptées par la jeunesse africaine, en gros. Donc, oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir dans le fonctionnement de ces relations entre la France et ses anciennes colonies, de sorte à pouvoir établir l'équilibre dans le respect des intérêts de chacun. Je pense que ça va arranger les choses. C'est inévitable, c'est irréversible. Les rapports entre la France et ses colonies de 1960, 70, 80 ne peuvent plus être la même chose qu'aujourd'hui en 2024. C'est impossible, c'est impensable. Honorable, je vous écoute avec attention, avec admiration aussi, compte tenu de, comment dirais-je, de la manière dont vous nous présentez la situation dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, permettez-moi, honorable, de vous préciser également l'autre élément. Vous avez mentionné ici, vous avez parlé des rapports, n'est-ce pas, de partenariat ou plutôt des accords bilatéraux entre la France et un certain nombre de pays africains, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous rappeler également, honorable, qu'il y a eu des accords de coopération qui ont été négociés avant l'accession des pays africains à l'indépendance. Et parmi ces personnalités, il y avait Houphouët-Boigny, il y avait Senghor, ainsi que d'autres. Le seul qui a osé dire non s'appelait Sékou Touré de la Guinée. Et on connaît les conséquences. On connaît les conséquences. On les a écrasées carrément. Sékou Touré a été écrasé complètement. La France a dirigé avant l'accession des pays africains à leur indépendance. Vous signez les accords de coopération d'abord et on vous donne l'indépendance. On peut dire, avait-il le choix? Ils ont signé les mains liées quelque part. Bon, d'accord. Mais ces accords-là, ce sont ces mêmes accords qui continuent jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement quelque part. On parle de l'argent, on parle... Et même ce qui est plus fort, vous allez me corriger, il y a des Ivoiriens, des étudiants ivoiriens, à l'époque où moi j'étudiais ici, ils nous ont dit, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez acheter une voiture japonaise, il faut passer par la France. Vous voulez acheter une voiture japonaise, il faut passer par la France. Vous voulez acheter n'importe quelle voiture importée, passez par la France. Donc la France fait son argent quand même là-dedans. Alors, moi, je m'arrête là. Je vous pose cette question. Est-ce que va-t-on vers là? Est-ce que va-t-on abolir ces accords de coopération qui ont été signés avant
l'accession des pays africains avant même de parler d'un nouveau type de partenariat bilatéral ou autre avec des pays africains? Non, ce dont vous parlez, ce sont les accords coloniaux. C'est pour ça que je dis, il y a des choses qui se sont faites à un moment donné. Nos pères fondateurs ont-ils bien fait, mal fait? Aujourd'hui, ce n'est plus la question qui doit se poser. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, en l'état actuel de nos pays, avec les dirigeants que nous avons, avec les rapports que nous avons avec la France, que faisons-nous? C'est ça la question. Les accords coloniaux, les 11 accords coloniaux, on les connaît tous. Il faut obliger les pays africains, c'est-à-dire sur les marchés, les entreprises françaises sont prioritaires, les ressources du sous-sol doivent être d'abord à la France et on ne peut vendre à d'autres personnes que si la France dit non, etc. etc., etc. Mais c'est grave. C'est des accords que nos parents, avant 1960, ont signés. Ils l'ont signé, ils ont eu l'indépendance. Houphouët-Boigny nous a dit qu'il a travaillé à avoir l'indépendance politique. À nous, génération actuelle, de travailler pour avoir l'indépendance économique. Et c'est là que ça se joue. Et ça doit se jouer. Nous devons jouer notre partition. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut décomplexer les rapports. Il faut complètement les décomplexer. Nous sommes allés dans les mêmes écoles. On n'était pas les derniers de la classe. Vous étiez dans les écoles en Occident. Vous n'étiez pas le dernier de la classe. Depuis l'école primaire, s'il vous plaît. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un, vous parlez d'égal à égal. Et c'est naturellement. Naturellement. On parle d'égal à égal. Et là, la classe politique africaine a un rôle à jouer. Et c'est justement quand ça se passe mal qu'on arrive à des coups d'État. D'accord, on parle bien en théorie. Tout le monde est d'accord sur ce fait-là. En théorie, bien sûr, on doit parler d'égal à égal. On doit transiger d'égal à égal. Mais dans la pratique maintenant, monsieur, dites-moi, est-ce que dans la pratique, est-ce que c'est réaliste? Non, c'est pas encore total. C'est une quête. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on travaille à arriver à ça. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que tout est blanc comme neige, que tout est rose. Non, ce n'est pas rose. Il y a beaucoup de travail à faire. La France siège encore dans le conseil d'administration des banques centrales africaines. On a encore la monnaie qu'on appelle le franc CFA, qui à l'origine était les colonies françaises d'Afrique. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Bon, est-ce qu'on change le franc CFA? Comment on le change? En Afrique de l'Ouest, on était en train de travailler à une nouvelle monnaie qui était l'éco. Mais tout ça, ce sont des sujets qu'il faut poser sur la table. Et que les dirigeants de ces pays-là voient les intérêts de leur pays, la situation actuelle, et que la coopération se passe dans les intérêts de chaque pays. Oui, on ne demande pas de brutaliser les choses parce que ce n'est pas encore net, mais on ne peut pas, il y a certaines choses avec lesquelles on ne peut plus continuer. Aujourd'hui, nous sommes dans, on a parlé de mondialisation, ensuite de démondialisation. Je sors d'une conférence à l'OMC, à Genève, où on parle encore de remondialisation du commerce. Mais dans cette remondialisation-là, il faut que l'Afrique ait sa place autour de la table. Pour ne pas que ce soit des décisions qu'on prenne, qui soient toujours imposées, les décisions qu'ils ont prises au nord, qui soient imposées au sud. Et quand c'est comme ça ne marchera pas. Honorable. Parce que, je vous dis, je vous le répète, la mentalité du jeune africain de 2024 est extrêmement loin, alors là, très loin de l'environnement et des conditions en 1960, en 1980. Il faut en tenir compte. Si on n'en tient pas compte, les choses ne vont pas se passer comme il se doit. Ça, ce n'est pas négociable. Honorable, vous travaillez avec Laurent Gbagbo, puisque vous êtes l'un de ses députés, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous avez donc connu, en fait, comment dirais-je, le régime même de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo qui a été élu démocratiquement et qui a dirigé la Côte d'Ivoire. On connaît également, en fait, la pensée de M. Gbagbo partant de son parti politique que le considère comme étant nationaliste, quelque part, avec la même pensée que les grands nationalistes africains dont Nelson Mandela et autres. Et lorsque vous parlez de la jeunesse qui voit les choses différemment, puisqu'on a étudié, comme vous le dites, dans les mêmes écoles, on se connaît depuis qu'on est petit garçon. Pourquoi est-ce que lorsque l'on vieillit, qu'on dirige nos pays, qu'on doit nous traiter comme, comment dirais-je, des vrais imbéciles, au point que nos enfants, qu'on fuit nos pays, on fuit. Il y a une diaspora ivoirienne maintenant qui vit un peu partout, congolaise et autres.
Alors, voici maintenant ma question. Pensez-vous réellement que l'Occident, compte tenu de la situation politique, économique actuelle, entre autres, je cible la crise entre, comment dirais-je, l'Ukraine et l'ancienne URSS qu'on appelle la Russie aujourd'hui. Les méfiances, n'est-ce pas, de l'Union européenne par rapport aux prochaines élections américaines. On s'interroge, on ne sait pas qui sera le président, mais certains soupçonnent déjà que ce sera Trump parce que c'est le monde des affaires qui pourrait remporter quelque part. Bref, dans la partie africaine maintenant, nous, avec les ressources que nous avons, naturelles, les ressources humaines comme telles, pensez-vous dans le contexte actuel qu'on peut utiliser ce genre de langage quand on est homme politique africain et penser réellement parvenir à ces objectifs concrets? Je m'arrête là, je vous laisse. Alors, il faut faire une précision. Ce sont les Africains qui élisent leur président. Donc ceux qui voteront en Côte d'Ivoire en 2025, ce sont les Ivoiriens qui vont voter. Ce ne sont pas des Français qui vont venir voter, ce ne sont pas des Britanniques qui vont venir voter, ce ne sont pas des Italiens, etc., ni des Américains. Tout comme en Amérique, en novembre, ce sont des Américains qui voteront pour leur président. Chaque pays peut avoir ses craintes au regard de la situation mondiale. On ne peut pas vivre aujourd'hui en autarcie, c'est un fait. Mais les intérêts du pays doivent primer sur toute autre chose. Gbagbo avait gagné, on l'a foutu à la porte, on l'a mis en prison. Oui, avec le même discours. Avec le même discours. J'étais témoin de l'histoire. Justement, c'est pour ça que je vous le rappelle. Je crois que c'est dans ces conditions qu'après, je suis passé vous voir au Canada. On est en train de travailler pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Bon, on attend des gens dire oui, il est vieux, il est fatigué. Mais Laurent Gbagbo n'a pas à rougir de sa situation physique. C'est ceux qui l'ont mis dans cet état, qui pensaient qu'il n'allait plus revenir, c'est eux qui devraient en avoir honte. Donc moi, ça, c'est un débat que je ne mène même pas du tout. Ceux qui pensent que Gbagbo Laurent est trop vieux, dites-leur que c'est ceux qui ont mis Gbagbo Laurent dans cet état physique, qui pensaient qu'en utilisant cette voie, allait le mettre hors de circuit, c'est eux qui devraient en avoir honte. Nous, on n'en a pas honte. Donc, on travaillera à ce qu'il vienne reprendre le travail là où il l'a laissé. Ça fait un. Laurent Gbagbo a été élu. Mais je peux vous rassurer, ce qui s'est passé en 2011 ne peut plus jamais se repasser en Afrique. Nulle part en Afrique. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Je mets ma main au feu que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne peut plus jamais se repasser encore en Côte d'Ivoire. Malgré la crise ukrainienne qui existe entre, je dirais pas les États-Unis et la Russie. Mais la crise ukrainienne existe entre la Russie et la crise ukrainienne existe entre la Russie. Ou les conséquences avec l'Europe de l'Ouest, avec la France, avec l'Allemagne. Oui, mais chacun va gérer ses conséquences. Je vous dis qu'il y a eu une évolution, monsieur Henri. Il y a eu une évolution. Il y a la crise, c'est vrai. La russo-ukrainienne, c'est vrai. Elle a ses conséquences dévastatrices. Ça aussi, c'est vrai. Il y a des craintes des parts et d'autres. Ça aussi, c'est vrai. Mais ça ne peut pas et ça ne doit pas empêcher les Africains de regarder la vérité en face. Ça ne doit pas empêcher les Ivoiriens de regarder la vérité en face et de se dire que les élections qui auront lieu en 2025, ce sont d'abord les questions des intérêts de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, je vais aller droit au but. Puisque je vous ai, mon frère, je vais aller droit au but. Pensez-vous sincèrement que Laurent Gbagbo, qui a fait de la prison, qu'on a envoyé en prison et qui est sorti, on ne nous a jamais expliqué ce qui s'est passé réellement, n'est-ce pas, qui est revenu? Pensez-vous sincèrement, avec l'arrivée de ce jeune homme que j'ai connu vaguement à Rabat, le fils de l'ancien ambassadeur ivoirien à Rabat, dont le nom m'échappe, rappelez-moi, le jeune homme. Thiam. Pensez-vous qu'avec l'arrivée de Thiam, que l'on considère comme étant une star économique, réellement dans le monde, reconnue, mieux classée encore que Ouattara, qui a travaillé à la Banque mondiale, pensez-vous que Gbagbo a des chances de remporter les élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Alors, Henri, nous sommes en alliance au niveau du PPACI, nous sommes en alliance avec le PDCI, et je pense que l'heure n'est pas pour nous, au niveau du PPACI, être opposant et tirer sur l'opposition. Exactement. Ça, nous, on ne le fait pas et on ne sait pas le faire, et c'est parce que le président Gbagbo nous a enseigné. Mais la présidence de la Côte d'Ivoire est une question des Ivoiriens. Et c'est la vision d'un individu, le programme
d'un parti, d'une organisation qui va à l'encontre du peuple, qui va du moins à la rencontre du peuple pour lui exposer son programme. Et c'est l'adhésion de ces deux-là qui donne le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, oui, les réseaux, c'est bien, mais la maîtrise du terrain, c'est encore mieux. La connaissance, et puis bon, comme le président Gbagbo a dit, on cherche un président, on ne cherche pas un banquier. On cherche un président pour diriger la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas un banquier, on ne cherche pas quelqu'un de réseau, on ne cherche pas un trop enfin. On ne cherche pas une star en Côte d'Ivoire, nous. Nous cherchons un président. Mais cela dit, nous sommes en alliance avec le PDCI. Et au moment des élections, les conditions de l'alliance, c'est maintenant, le président Gbagbo, il n'est pas en compétition directe avec Tidiane Thiam. Non, pour qui il a du respect, mais qui respecte également aussi le président Gbagbo. Il faut le reconnaître. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure qu'on n'a rien compris. Oui, mais la Cour pénale internationale a jugé le président Gbagbo et son ministre Blé Koudé et les a déchargés de toutes les accusations fallacieuses qui ont été montées au prix de communication à outrance payées à des dizaines, des centaines de millions d'euros. Donc on peut parler ici, finalement, il y aura l'alliance entre le PDCI et votre parti politique. C'est bien ça. Pour l'instant, nous sommes dans une alliance. Mais comment cette alliance va se manifester concrètement par rapport à l'élection présidentielle, ça, la direction du parti travaille à ça. Donc on voit le aujourd'hui, nous, président, on réinscrit le président Laurent Gbagbo sur la liste. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est ni les Occidentaux, ni les Français qui viendront décider de qui va devenir président. Ni les Chinois. Ni les Chinois qui vont décider, ni les Russes, ni les Ukrainiens qui viendront dire qui va devenir président en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui décideront de qui va devenir président en Côte d'Ivoire. Honorable, voilà. Je vous dis grand merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est vrai que les pesanteurs dont vous parlez existent. Il ne faut pas les nier. Les pesanteurs existent, il ne faut pas les nier. Mais il faut rester droit dans ses bottes pour travailler pour son pays. Il faut rester droit dans tes bottes pour mettre les intérêts de son pays en avant. Parce que si vous mettez en avant les intérêts de vos mandats, vous allez rencontrer les Ivoiriens en face. C'est ça. Honorable, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Alors voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires.